J'ai le plaisir et l'honneur donc de présider cette dernière séance de cette journée très riche, quatrième séance. Donc le projet dont on a entendu parler jusqu'au-là étaient essentiellement des projets financés par les fonds du projet AFLO. La dernière séance, elle sera consacrée aux projets financés sous les fonds européens. Nous allons entendre Patrice Pognon et Aliou Mohamadou, donc et surtout Antonella. Je voulais dire, les professeurs émérites de l'INALCO n'ont pas besoin de présenter, et Antonella Gaillard-Covaglia, puis Diana et Myriam Pavlovitcheva sur les deux autres projets après. Je vous laisse la parole, Valérie. Merci. Bonjour à tout le monde. Alors, nous allons donc vous présenter avec Patrice et Aliou notre projet Erasmus+. C'est un partenariat stratégique intitulé People Lab, donc People, plateforme européenne d'apprentissage personnalisé des langues. C'est un projet qui a démarré en 2020, 1er septembre 2020. Et alors, je pense qu'il y a un bug, non? Donc, c'est un partenariat qui a démarré le 1er septembre 2020 et qui va se terminer cette année, 31 août 2023, financé donc par les fonds Erasmus+. Ce partenariat stratégique inclut deux terrains différents, deux domaines, donc le supérieur et le monde de la recherche, et puis le secondaire, voire le primaire, pour l'expérimentation dans les classes. Il y a 8 partenaires et 3 pays différents. Donc, il y a l'École européenne de Paris La Défense, qui est mon établissement de rattachement, qui porte le projet. Et puis, bien sûr, l'INALCO-Pidam avec Patrice et Aliou et d'autres enseignants-chercheurs qui participent à l'élaboration des ressources. Il y a également l'équipe d'IDALangue de la HEP de Fribourg, ainsi que l'université de Macerata et Edulingua, qui est une école de langue également située dans les Marches, qui travaille en collaboration avec l'université de Macerata. Et puis la Sorbonne, donc Paris 4, l'UFR d'italien. Et pour finir, une association d'enseignants, une association italienne, AADI, Associazione dei Docenti e Dirigenti Italiani, dont le siège se trouve à Bologne. Donc, le projet ça se base sur la collaboration de plusieurs équipes. Nous avons d'un côté les enseignants-chercheurs, les enseignants du niveau primaire et secondaire. Nous avons également des ingénieurs qui ont été embauchés exprès pour travailler sur le projet dans le laboratoire suisse, à la HEP, mais aussi au LIRIS de Lyon 1. Donc, le projet produit en ce moment, jusqu'à la fin du contrat, 5 productions intellectuelles, dont le module d'Adaptive Learning et la plateforme multilingue GamesHub qui est développée par l'équipe suisse, le générateur d'exercices Asker qui est basé à Lyon. Et ensuite, il y a les ressources pédagogiques qui, disons, sont dispatchées un petit peu sur toute l'équipe d'enseignants-chercheurs et enseignants-chercheurs et puis enseignants de tout niveau et différentes langues. Et il y a enfin un produit qui est en cours de production, justement, c'est la boîte à outils à destination des enseignants qui est en réalité un parcours de formation-action. Et qui devrait être terminé pour le mois d'avril normalement, si on respecte les délais. Donc, 5 productions intellectuelles dans le but de développer un apprentissage adaptatif des langues. Et l'objectif était justement l'inclusion et la réussite de tous les apprenants allophones, mais pas que, puisque l'équipe suisse travaille justement sur des élèves du primaire, enfin sur les apprentissages, les difficultés d'apprentissage et les besoins spécifiques
notamment du primaire, pas seulement liés à l'allophonie, mais à d'autres besoins spécifiques aussi. D'ailleurs, nous avons dans l'équipe une spécialiste, donc une orthophoniste également, qui prend en charge cette partie-là. Concernant les plateformes, il y a deux plateformes, comme je l'ai dit, donc Asker, qui est développée par l'équipe d'Ulyris à Lyon, qui est destinée surtout au second degré, donc à l'intégration des ressources produites pour le second degré, et EduGamesHub, qui est développé par l'équipe d'Idalang à la HEP et qui est destinée surtout au premier degré. Patrice montrera quelques diapositives. Moi, je vais survoler les diapos sur les plateformes pour ne pas faire de répétition. Donc, la plateforme EduGamesHub permettra de concevoir des parcours d'enseignement, apprentissage articulé et auto-adaptatif en langue, donc des vrais parcours que l'enseignant peut articuler. Donc, c'est vraiment à la carte en choisissant les différentes compétences, les activités, les remédiations, etc. Tandis que Asker est un générateur automatique d'exercices, donc qui génère justement une multitude de variantes d'un même entraînement, utile donc à l'acquisition d'une connaissance qui s'appuie sur les ressources produites vraiment sur papier, on va dire, par l'équipe d'enseignants-chercheurs. Nous avons donc des ressources produites par chaque équipe en différentes langues et selon les différents niveaux ciblés, et un outil qui centralise, c'est l'outil Compare. Donc, c'est un framework éditeur qui nous permet de construire des référentiels à partir d'une compétence ciblée, donc la lecture-compréhension, compétence clé pour l'intégration scolaire ou sociale. Donc, les référentiels, la production des référentiels est un travail préliminaire, justement, pour lequel chaque équipe a été formée au début du projet par l'équipe suisse, qui sont à l'origine, justement, enfin, les membres de l'équipe suisse sont à l'origine de cette méthodologie, on va dire, au sein du projet. Donc, ce travail permet de définir les objectifs envisagés pour chaque groupe cible d'apprenants et de construire donc les référentiels de compétences, de connaissances et de savoir-faire associés. Et les référentiels ainsi fabriqués sont fondamentaux pour être exploités par l'outil d'adaptive learning mis en place par Lyon et guider donc la production des parcours. Donc, tout ce qui est produit en termes de ressources et d'exercices est rattaché au référentiel, ce qui fait par le biais de l'adaptive learning, justement. Alors, je ne sais pas si je peux me connecter, mais il y a des diapositives pour vous montrer les référentiels. Donc, People Lab, qui est la plateforme d'apprentissage personnalisé des langues, se constitue donc de deux parties, EduGamesHub et Asker, reliés par l'adaptive learning, ce qui permet de faire travailler l'apprenant en établissant un profil et en proposant donc des remédiations en fonction des traces que l'on peut recueillir. Et donc, les référentiels produits par les équipes, donc bien sûr, c'est un modèle qu'on n'a pas inventé, c'est un modèle repris, donc c'est le métamodèle des référentiels de Broisin, et ça fait partie du projet Compare, justement, qui donc prévoit, qui se compose de trois parties: la modalisation du domaine, qui est la langue, les objets d'enseignement-apprentissage qui ne sont pas exhaustifs et qu'il faudra expliciter en termes de compétences, de savoir, de savoir-faire. Et cet ensemble sera donc relié aux ressources pédagogiques produites en termes d'exercice. Donc, voici un exemple, je ne sais pas si on peut visualiser, puisque c'est un peu petit. Ah, si, on le voit. Donc, ça, c'est un document PDF que j'ai élaboré à partir du référentiel Compare. Voilà, ça donne une idée de comment on a travaillé. En fait, on a travaillé d'abord sur papier, en choisissant donc les compétences sur lesquelles on voulait travailler. En fonction des équipes, nous n'avons pas tous travaillé sur la même partie de la langue, en fait.
il y en a qui ont travaillé sur les anaphores, il y en a qui ont travaillé sur la morphologie verbale, et ainsi de suite, en fonction des groupes de langues. Donc, l'italien, le français, langue LBE et L2. Et ensuite, il y avait il y a le PEL avec ALU, justement, et les langues slaves. À partir de la version papier, nous avons élaboré une arborescence sur un document Word et puis PDF pour avoir une trace de tout cela. Et ensuite, nous avons transposé ça dans Compare, ce qui est beaucoup plus compliqué à faire. Ça prend énormément de temps. Et puis, il y a aussi des risques de perte, en fait, quand on travaille sur ces logiciels-là. Donc là, c'est pour simplifier un petit peu visuellement ce que en réalité, on a dans Compare, c'est-à-dire ça. Donc, tout ce qui est en bleu ou en jaune ou en vert représente en fait les différents objectifs, les compétences, les savoirs, savoir-faire, les skills, etc., qu'on relie en fonction des priorités que l'on pose. Et ce qui donne à la fin, donc là, ce n'est pas interactif puisqu'on n'est pas sur la plateforme, justement, mais ça donne ça, en fait, ce qui est derrière la machine, en gros, d'adaptive learning, je ne me trompe pas, Patrice, c'est ce système Neurosat, justement, avec toutes les liaisons entre les différentes parties et les hiérarchies, on va dire, linguistiques. Donc aujourd'hui, il y a une partie de l'équipe qui continue à produire des ressources, hein, donc comme l'université de Macerata et Duolingua, la Sorbonne Université, l'école européenne, Pida Minalco. Après avoir créé les référentiels, on crée les ressources, donc vraiment les exercices. Et ensuite, il y a la HEP, le LIRIS, qui s'occupe d'enrichir, de développer les plateformes. Donc, c'est un travail en fait continu avec les ingénieurs. Et alors, l'école européenne, donc il y a une partie de l'équipe qui travaille sur le niveau secondaire et universitaire avec Asker, ce qui donne ça, en fait, la plateforme Asker, c'est une plateforme, bon, enfin une interface toute simple en fait, hein, qui n'est pas du tout ludique, mais qui est plus adaptée à la fabrication des exercices. Donc Diana connaît, qui est plus adaptée à la fabrication des exercices pour le niveau secondaire et supérieur, tandis que pour les plus jeunes, on a en fait la possibilité de créer des parcours plus ludiques visuellement et puis d'un point de vue justement vraiment de la constitution des différents modules pour les petits du primaire, mais qu'on peut utiliser aussi, moi je vais expérimenter au niveau collège. Donc on a en fait les équipes ont pensé à l'aspect visuel aussi pour pouvoir attirer le regard des élèves et pour qu'ils se sentent également à l'aise et que ce soit aussi en harmonie avec l'âge et le niveau de compétence également. Donc, la suite de People qui se termine le 31 août. D'ailleurs, il y aura un colloque final où on vous partagera les informations d'ici quelques jours. Donc, avant de finir People 1, en fait, on dépose le People 2, People Plus, en espérant que cela aboutisse, puisqu'on a besoin, c'est une envie, mais également un besoin en termes de formation aussi, d'élargir l'éventail des langues impliquées. Donc, on va impliquer le portugais, l'allemand, l'anglais, l'espagnol, et on va approfondir également les langues qui sont déjà impliquées dans la première partie du projet. Donc, le partenariat futur voudrait inclure également la Slovénie, la Slovaquie et la Pologne, voilà, comme nouveau partenaire. Et puis, il y a toujours, on va dire, un peu les piliers, c'est-à-dire la HEP de Fribourg, Inalcopidam, l'école européenne de Paris-La Défense, et bien sûr, le LIRIS, qui est le cœur vraiment informatique du projet.
Donc, d'un côté, pour élargir à d'autres langues, mais aussi pour déployer les plateformes dans chaque pays partenaire, dans chaque région linguistique. Et l'objectif, c'est vraiment d'amener également à l'échelle locale déjà, ne serait-ce qu'en France, les académies et le territoire national à adopter, à découvrir ces plateformes, en fait. Donc, le but, c'est pas de créer un apprentissage des langues totalement en autonomie. Il ne s'agit pas d'amener les enseignants à coller les élèves ou les étudiants devant l'ordinateur et de les faire travailler de façon tout à fait autonome, mais c'est justement de faire travailler les enseignants et les élèves ensemble de façon à répondre aux besoins spécifiques des enfants ou des étudiants et amener également les enseignants à réfléchir en fait à la place de la langue, de la grammaire et pas seulement à la communication que l'on peut enseigner aujourd'hui selon les programmes en vigueur. Hein. Donc c'est un travail vraiment articulé entre l'enseignant et l'élève. Donc, on souhaiterait impliquer davantage de professeurs de langue sur le terrain dans chaque pays et constituer une plus grande équipe de production de ressources parce qu'on en a besoin, donc, et les référentiels et les exercices, et constituer également un réseau plus large d'expérimentation en fait des ressources. Et travailler également en interlangue. Donc, ça a déjà commencé dans l'Académie de Versailles dont je dépends, mais le but, c'est vraiment d'élargir un maximum et de faire travailler un maximum d'enseignants sur cet aspect-là. Je laisse donc la parole à lui d'abord pour la présentation des exemples. Oui, bon, donc, oui, bien entendu. Donc, en quelques mots, bon, le Peul, comme tout le monde le sait, c'est une langue, l'une des principales langues de l'Afrique, donc Afrique de l'Ouest. Ça va de la Mauritanie en République centrafricaine et une partie des Peuls se trouve au Soudan. Donc, du point de vue de ces caractéristiques, donc les gens se plaignent énormément de la morphologie complexe du Peul, ce qui fait que dès lors qu'on veut enseigner le Peul, on est omnibulé par la morphologie, fasciné par la morphologie, tous les professeurs que nous avons eus, rarement on s'intéresse aux données syntaxiques. Donc, en gros, dans ce projet, c'est que nous nous appuyons sur les textes qui sont analysés, c'est un corpus relativement assez fourni, et on démarre sur des types d'énoncés les plus simples, les énoncés dits élémentaires, et donc à travers deux opérations. L'opération de l'identification, donc qui est nominale. Il y a un nom qui va identifier, enfin un nominal, c'est-à-dire nom et tous ses qualificatifs, les pronoms et tout ce qui va avec, qui va identifier un autre nom, qui est le sujet, ou alors l'opération de localisation. Un nom qui va localiser, c'est-à-dire le prédicat, qui va localiser le sujet. Donc, on a observé tout cela. Donc, on a fait le texte. Tu peux aller un peu plus loin. Alors, à partir du texte, on a fait les fiches de vocabulaire qui peuvent s'appuyer à la fois sur les données du texte ou bien aller au-delà en imaginant le besoin qu'il va y avoir. Donc, c'est réparti traditionnellement en catégories, verbes, etc. Ensuite, donc, voilà. À partir de là, donc, on a élaboré des exercices. Ici, le type d'exercice est relativement simple. Donc, nous avons travaillé sur l'identification et la localisation. Et on a produit des phrases donc nominales. Elles sont toutes nominales, même s'il y a des verbes, n'est-ce pas? On sait tous que c'est le bon. Là, bon, c'est une autre question. Mais on a produit des phrases nominales et l'exercice ici, c'est de faire le bon choix. On a une grille, on va sélectionner, on sélectionne ces vers, ça passe. C'est pas vert, ça ne passe pas. En gros, c'est pas, voilà, à chaque fois, il y a un nouveau jeu d'exercice qui va apparaître. Donc ici, la question, donc l'effort, c'est de faire en sorte que l'apprenant, à travers les marqueurs
et à travers les référentiels évidemment qui sont en amont, puisse identifier la bonne phrase et voilà, en gros. D'autres exercices vont l'aider à en produire. Et puis, voilà, je pense que nous allons certainement essayer de continuer pour voir les autres types d'énoncés nominaux élémentaires, enfin un autre type, le dernier peut-être, et des énoncés verbaux. Inch'Allah. Alors, ce projet a été l'occasion de... Bon, c'est un projet au départ qui concernait le français et l'italien. Il se trouve que tout à fait par hasard, je me suis retrouvé à l'intérieur de ce projet. Dans ce que j'ai fait, on a des travaux, des exercices sur les langues slaves de l'Ouest, c'est-à-dire en fait les vraies langues slaves de l'Ouest du Nord, c'est-à-dire dans le cas présent polonais, tchèque, slovaque, haut et basse-arabe, donc 5 langues slaves, les 2 dernières sont sur le territoire de l'Allemagne de l'Est, et 2 langues slaves du Sud-Ouest, le slovène et le croate pour le BCMS. Alors, lorsqu'il y a des exercices qui sont faits en slave, généralement, j'ai pour un exercice donné une centaine de données. Et donc, effectivement, l'exercice en question va pouvoir, par mélange, produire un nombre très important d'exercices qui vont très peu se répéter. Donc, l'intérêt, c'est justement de pouvoir fournir à partir d'un ensemble de données de très nombreux exercices automatiquement. Là, ce que je vous présente, c'est quelque chose qui est peut-être plus intéressant encore parce que c'est sur la base de phénomènes historiques, la possibilité d'un apprentissage en commun de différentes langues slaves. Donc là, on voit des choses comme ça. Alors là, c'était facile parce que le mot gorod était en cyrillique, donc forcément, on va répondre que c'est du russe. S'il avait été serbe, il aurait été grad, mais aussi en cyrillique. Alors là, l'écriture, évidemment, oriente la recherche. Alors, ça peut être un moyen d'apprendre, même si on ne connaît pas les différentes langues slaves, c'est un moyen de situer. Ici, j'ai présenté volontairement pour savoir reconnaître les empreintes. C'est quelque chose qui est dérivé directement de mes traitements automatiques d'analyse du tchèque. Et c'est très utile. On s'est beaucoup amusé avec les étudiants à faire ça. Quels sont les critères qui permettent vraiment de marquer formellement le caractère étranger. Voilà, donc voilà, vous voyez alors ça c'est aussi intéressant parce que je suis parti des particularités de flexion du génitif pluriel des substantifs, en tchèque essentiellement au neutre et au féminin, pour regarder ces problèmes-là dans d'autres langues slaves. En particulier, on a la même chose en slovaque, en polonais, en croate et en slovène. Donc, ça permet aussi à l'élève qui apprend l'une de ces langues d'aller voir le même phénomène avec des variantes, mais en même temps de percevoir ce qu'il y a de constant et ce qu'il y a de différence au sein du groupe de langues. Bon, donc, c'est un peu basé sur mon expérience d'enseignement qui était d'apprendre le tchèque sur la base du système linguistique des langues slaves. Voilà ce qu'on a pu faire. Donc, comme le disait Antonella tout à l'heure, nous avons déposé ce matin un projet qui nous permettrait éventuellement d'amplifier ce projet et non seulement informatiquement, mais aussi au niveau des données, et d'avoir une vraie vision didactique derrière ça. Merci, Monsieur le Président. Grand merci à vous pour la présentation de ce beau projet et je vous souhaite encore des développements plus importants à suivre. Et donc, je vais inviter sans tarder les derniers intervenants. Voilà, très bien. Diana Lemay et Myriam Pavlovichova.
On va peut-être aussi vous intégrer dans nos projets. On s'intègre mutuellement. Oui, 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 oui. Eh bien, donc bonjour, bonjour et rebonjour. Donc nous voilà avec notre premier projet Erasmus+ qu'on va présenter aujourd'hui. Ensuite, va suivre donc le deuxième projet Erasmus+ dans lequel nous sommes impliqués. Alors, je vais faire comme tous mes prédécesseurs, je vais partager mon diaporama. Voilà, donc on va présenter en fait toutes les deux. Donc, moi, je commence d'abord avec une partie un peu technique, comment et pourquoi ce projet. Et puis Myriam va continuer en vous montrant un peu les aspects concrets, puisque le produit existe déjà. Je vérifie juste, c'est bon, vous voyez tout, donc c'est parfait. Alors, c'est un projet Erasmus+, KA2, et en fait, il se déroule sur 3 ans. Alors, Patrice connaît très bien, vous allez voir pourquoi, parce qu'en fait, il a été notre chef d'équipe INALCO sur le deuxième volet de ce projet. Là, il s'agit déjà d'un troisième volet, donc c'est un projet qui vieillit bien. Donc, on espère la même chose pour PAPL. Donc voilà, donc Slovaque EU, en fait, c'est une plateforme d'apprentissage de slovaque. Et justement, j'en avais déjà un peu parlé ce matin quand Joël avait présenté le MOOC Dongba. En fait, la spécificité de ce site, c'est qu'il est multilingue. Donc, vous allez voir, il y a jusqu'à 16 langues d'apprentissage possibles. Alors, donc, troisième volet de ce projet. Alors, le slovaque, bon, je vais peut-être passer un peu rapidement. Donc, c'est une langue qui n'est pas rare, mais qui, en fait, concerne relativement peu de locuteurs. Donc, à peu près 7 millions si on compte les Slovaques qui vivent actuellement en Slovaquie et toute la diaspora. Alors, on a des communautés, évidemment, en République tchèque, mais aussi en Serbie, en Hongrie, en Roumanie, en Autriche et en Ukraine pour l'Europe. Et puis, des grandes communautés quand même aux États-Unis, au Canada et en Australie. C'est lié aux vagues d'immigration successives. Donc, on a ciblé un public adulte. Donc, en fait, c'est surtout un site qui s'adresse donc à tous les étrangers qui vivent sur le territoire slovaque, donc pour différentes raisons, mais aussi donc des enfants, des Slovaques qui vivent à l'étranger, par exemple, ils veulent en fait une fois adultes, ils veulent quand même apprendre la langue des parents, voire des grands-parents. Bon, c'est aussi donc ce troisième volet, il est plus ciblé pour les immigrés, c'est-à-dire on les a pas vraiment prévus dans le volet 1 et 2. Et là, ce troisième volet-là s'adresse vraiment en particulier à ce public-là. En fait, le projet a été déposé avant que la guerre en Ukraine commence. Et on se rend compte avec l'actualité triste d'aujourd'hui que finalement, oui, il y a beaucoup d'Ukrainiens qui ont trouvé refuge en Slovaquie puisque nos pays se touchent. Et même si on n'en parle pas trop à la télé, on a une petite frontière tout de même avec l'Ukraine, donc c'est important. Bien, comme c'est un site, donc les gens peuvent apprendre de manière flexible pendant leur temps libre, quand ils veulent. Enfin, c'est pas lié à des cours en présentiel, tout est sur la plateforme. Alors, le deuxième volet, où justement Patrice a mené le projet jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite, puis j'ai repris la suite. Donc, on avait créé des cours pour les niveaux B1, B2, puisque le volet 1 ne concernait que les niveaux A1, A2. Donc, actuellement, le site marche déjà depuis 12 ans. Et il y a donc les 4 niveaux du cadre commun.
quand vous regardez les chiffres, vous voyez que vraiment, pour le slovaque, c'est assez étonnant, mais effectivement, on a 15 000 utilisateurs enregistrés. Et donc, en fait, déjà en 2014 et en 2021, on avait déjà plus de 100 000 utilisateurs enregistrés et dans le monde entier. Et en fait, on s'explique ça aussi par le fait que les gens peuvent apprendre vraiment non seulement en anglais, en allemand ou en français, mais vraiment aussi dans d'autres langues. Du coup, ça nous ramène pas mal de monde. Alors, voilà les langues dans lesquelles le site est disponible. Tout récemment, on avait ajouté ukrainien puisqu'on a trouvé des bénévoles qui ont traduit bénévolement le site en ukrainien et puis aussi en coréen. Donc ça, c'est la nouveauté. Maintenant, ce qui est possible aussi, c'est d'élargir encore davantage la gamme des langues d'apprentissage, puisque en fait, on peut, avec le système de traduction qui court derrière, on peut maintenant traduire à partir de ces 16 langues. Donc, on n'est pas obligé, en fait, pour traduire les explications grammaticales de partir du slovaque, mais on peut très bien s'appuyer, si on maîtrise le français et l'anglais, on peut s'appuyer sur ces deux langues et traduire dans une langue qui n'est pas encore présente. Alors, aujourd'hui, c'est vraiment la seule plateforme d'apprentissage qui existe pour le slovaque, qui propose les 4 niveaux d'apprentissage et cela gratuitement. Donc, je vais passer un peu vite. Donc, vous voyez, lors du deuxième volet du projet, on était 9 partenaires. Donc, c'est les Slovaques, l'association Éducation Internet qui pilote le projet, qui est à l'origine du projet. Puis, on était 9. Aujourd'hui, on est plus que 6. Donc, on est toujours avec l'université de Vilnius. Il y a donc l'Académie des sciences slovaques à Bratislava et il y a l'équipe des informaticiens. Ce sont des gens qui sont en fait d'origine lituanienne mais qui vivent en Allemagne. Donc, c'est le studio Gauss. Voilà, donc tout à l'heure, on a commencé à évoquer aussi notre deuxième projet. Effectivement, l'association Éducation Internet, ce sont des espérantistes. Et donc, ils ont commencé par un projet sur l'apprentissage d'espéranto. Et en fait, ils s'en sont inspirés ensuite. Et comme c'était des Slovaques, finalement, ils ont d'abord voulu faire un site pour le slovaque, d'où aussi la longue tradition et ce troisième volet, puisque c'est vraiment quelque chose qui leur tient à cœur. Et ils ont ensuite décliné ce même modèle, si je peux dire, c'est-à-dire apprentissage, mais vraiment sur une base multilingue, sur l'allemand, aussi le polonais, et puis ils ont aussi fait le russe. Alors, ils ont aussi fait le tchèque, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, puisque quand j'ai voulu vérifier, c'était un site qui s'appelait Movie Mechowski, je ne sais pas si Ivan connaît. Ça avait bien marché, mais je ne sais pas si c'est à cause des financements qui n'ont pas pu trouver pour continuer à entretenir le site, mais en tout cas, le site est suspendu actuellement. Donc, c'est pour ça que je présente que ces trois-là. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Oui, voilà, surtout l'aspect gratuit est important, bien évidemment, puisque maintenant, ce troisième volet, vraiment, les gens, le groupe ciblé, donc les immigrés, ne pourraient pas s'offrir un site payant. Donc, pour eux, c'est quelque chose qui est important. Donc, vous voyez, justement, ce sont des objectifs. Donc, c'était vraiment pour s'occuper, en fait, de ce groupe qu'on a un peu oublié
lorsqu'on a construit, pas seulement nous à l'INALCO, mais je parle au nom de tous les partenaires, bien évidemment. Donc, on a construit des modules, des situations de la vie quotidienne, etc. Et on a oublié certains sujets. Par exemple, lorsqu'on vient demander un visa ou lorsqu'on veut ouvrir un compte bancaire. Donc, ce ne sont pas toujours des situations faciles. Et là, on les avait pas. Donc, c'est prévu dans ce troisième volet. Donc, on va rajouter des choses, on va améliorer, on va développer, bien évidemment. Donc là, je vais passer un peu vite parce que on est en retard. Alors, voilà la page quand on ouvre le site. Donc, si on clique sur ce qu'on peut trouver sur ce site, donc vous voyez, il y a la médiathèque aussi. Donc, on peut non seulement apprendre le slovaque, mais aussi regarder quelques chansons, quelques extraits des visioconférences. Il y a un forum, bien évidemment, et il y a toute une partie culturelle sur la Slovaquie, donc sur la géographie, etc. Alors, la nouveauté, c'est aussi la page Facebook. Donc, quand Christelle, tout à l'heure, a parlé du forum, finalement, nous, pour ce projet-là, on a trouvé que la page Facebook marchait très bien. Effectivement, il faut quelqu'un qui s'en occupe, mais c'est pareil avec le forum. Et ce qui a été créé, ce sont des micro-unités. Donc, il y a des actualités. Là, par exemple, il y avait, lors de la journée de langue maternelle, le 21 février, un entretien à la radio slovaque. Donc, le président de l'association Éducation Internet a été invité à la radio slovaque. Donc, là, sur Facebook, on peut voir le post, on peut réécouter. Et aussi, on poste des devinettes. Alors, bon, ceux qui parlent pas slovaque, donc là, en fait, il y a marqué de quel nom s'agit-il. Et puis, il faut remettre les morceaux dans le bon ordre pour trouver le mot. Donc, les gens répondent et celui qui s'occupe de la page Facebook leur répond, leur dit bravo ou pas. Et en fait, les gens aussi se répondent entre eux, donc c'est assez sympathique. On a aussi, dans ce cadre des micro-unités sur Facebook, des choses, des expressions idiomatiques, par exemple. Donc ici, c'était une expression en slovaque, donc j'ai une tête comme la pastèque, et effectivement, ça veut dire quelque chose, donc les gens devaient deviner ce que ça voulait dire. Alors, pour créer tout ça, ça c'est la nouveauté. Studio Gauss nous a créé un petit module sur le site. Pour nous, les concepteurs, bien évidemment, c'est pas accessible à tout le monde. Alors, c'est juste une petite application toute bête, mais qui marche très bien. Donc, vous voyez, par exemple, pour faire ce petit jeu, donc, nous, on met les mots qui font partie de l'ensemble. Ça nous génère une petite photo comme ça, qu'on prend et qu'on poste sur Facebook, et après, les gens répondent. Donc, c'est tout simple, mais ça permet de garder un contact direct avec les apprenants. Là, ça n'est un autre. Donc, en fait, oui, par exemple, ici, il faut trouver le début, la case qui est le début du mot, et puis continuer dans l'ordre pour deviner ce que c'est. Et ça marche assez bien. Donc, ça rajoute un petit plus sur le site. Alors, je vais pas en dire plus moi sur ce projet-là. Je vais laisser la parole à Myriam, qui va vous présenter quelques informations pratiques. Ok, bonjour. Je voudrais vous montrer quelques informations pratiques, comment on peut utiliser le site Slovaquie EU pour apprendre la langue slovaque. Comme ça, voilà, vous voyez le lien du site. Alors, c'est vraiment facile, c'est slovaquie.eu.
Bon, Slovaquet EU est un site multilingue, oui. Vous pouvez choisir parmi les 16 langues sources lors de votre apprentissage. Voilà. Et bon, alors, c'est tchèque, allemand, anglais, espéranto, espagnol, français, slovaque, russe, etc. Croate, hongrois, italien, coréen, Oui. lituanien, polonais, roumain et russe. Et c'est ça. Ouais. Oui, comme ça. Merci. Et bon, alors pour pouvoir profiter de toutes les fonctionnalités du site, vous devez créer un compte d'utilisateur. L'inscription est gratuite. Alors voilà, c'est vraiment facile. Slovaquet EU est conforme au cadre européen commun de référence qui vous permet de choisir le niveau de compétence souhaité. Il contient des cours des langues de niveaux différents avec de nombreux exercices, des tests de dictionnaire immédiatique. Comme ça, alors, vous pouvez commencer par apprendre l'alphabet et la prononciation. Après, vous pouvez continuer par apprendre les structures de base de la langue. Chaque niveau est divisé en plusieurs leçons. Du nouveau contenu va être ajouté dans le cadre de ce troisième volet du projet. Le niveau A1 contient 16 leçons, le niveau A2 contient 15 leçons, le niveau B1 contient 5 leçons et le niveau B2 contient 5 leçons aussi. Voilà. Alors, on peut continuer. Donc ça, c'est juste un exemple Oui, de comment sont construits les cours. Hein. Et bon, les nouveaux mots sont introduits au début de chaque leçon, comme ça, alors, vous voyez les nouveaux mots. Après, il y a une page avec les nouveaux mots concernant la famille. Oui, il y a les enregistrements pour tous les mots nouveaux. Maintenant, justement, on s'est rendu compte qu'en fait, tous les enregistrements n'étaient pas faits lors du volet 2. Donc là, en ce moment, on est en train de tout revoir et vraiment chaque nouveau mot va être enregistré et intégré au lexique. OK. Et bon, alors après, vous pouvez continuer à écouter le dialogue ou l'enregistrement d'un texte. La totalité des phrases et des dialogues a été enregistrée par des locuteurs natifs. Chaque dialogue d'introduction est disponible sous forme écrite et audio. Les vidéos et les enregistrements sont assez courts pour maintenir l'attention et la motivation. Voilà. Et après, la transcription du dialogue se situe au-dessous de la vidéo ou de l'enregistrement. Vous voyez que le fond est jaune. Cela permet de voir non seulement la traduction du mot, mais aussi sa forme d'entrée dans le dictionnaire en nominatif. Quant à la grammaire et au vocabulaire, ils font l'objet d'exposés clairs et concis. Ils sont aussi en train d'être complétés. Les exercices permettent de s'approprier les règles grammaticales abordées et les fondamentaux de la conjugaison slovaque. Voilà, c'est un exemple nominatif pluriel. Les exercices sont corrigés automatiquement. Les scores sont présentés ainsi que le nombre de réponses correctes ou incorrectes pour chaque tentative. Les exercices peuvent être répétés aussi souvent que nécessaire. Si la réponse est correcte, le fond devient vert. Là, Voilà, oui, voilà comme ça. Oui. Bon, voilà quelques exercices introductifs. Et bon, après. Et la partie révision de chaque leçon est assez succincte, mais efficace. Et bon, alors, voilà, c'est le texte pour le niveau A1. Et après, moi, j'ai choisi le test final pour le niveau B2, je pense. OK. Bon, c'est tout. Merci. Alors, vous pouvez commencer à apprendre la langue slovaque en utilisant
cette plateforme. Je vais arrêter. Merci Diana et Myriam pour la présentation de ce dispositif tout à fait fascinant qui a l'air d'être un outil pédagogique très stimulant et j'aimerais bien apprendre ou améliorer mon slovaque grâce à cet outil, si j'avais le temps. On passe à la présentation donc du dispositif Vortoj. Oui, ça va être un peu plus Il y a des ludique. questions de la part du public sur slovaque. On est allé un peu vite. Si jamais on a le temps, on va vous montrer après directement la page. Mais voilà. Alors, on va passer à notre deuxième projet. Je vais juste vous demander quelques instants. Je vais ouvrir la présentation. Ah, attends. Voilà, oui. Alors, cette fois-ci, c'est Myriam qui va commencer, puis moi, je prendrai le relais après. Alors, attends, je vais juste lancer les diaporamas. Est-ce que ça marche? C'est bon. Alors, on va bouger avec les mots maintenant. Alors, nous, ça veut dire l'équipe slovaque Plidam Inalco. Alors, nous avons été sollicités par notre partenaire slovaque Éducation Internet à participer au projet Vortoj dans le cadre du nouveau programme Erasmus+ de l'Union européenne. 3 autres partenaires européens sont impliqués dans ce projet. 2 associations spécialisées dans l'apprentissage de l'espéranto, alors en Hongrie et aux Pays-Bas, et une école primaire en Slovaquie. Depuis janvier 2023, les élèves de l'école primaire de Cabrières d'Avignon sont les premières à tester le jeu dans le milieu scolaire en France. Le jeu est actuellement en phase de prototype grâce au retour des élèves et de la directrice de l'école, Madame Nathalie Bélanger. Le jeu a été déjà perfectionné et entre dans sa deuxième phase. Le projet va durer 2 ans et la version finale du jeu sera disponible en ligne gratuitement pour tous en janvier 2024. Le jeu Vortoj a été créé pour répondre aux principes du nouveau programme Erasmus+ de l'Union européenne. Ça veut dire le développement du multilinguisme et l'amélioration de compétences numériques des élèves et des étudiants. Vortoj est un jeu innovant, interactif et multilingue. Alors, je vais arrêter Myriam 2 secondes. Quand on dit innovant, vous allez voir pourquoi c'est innovant. En fait, c'est parce que les enfants à l'école ne vont pas jouer sur les ordinateurs. En fait, ils vont bouger puisque ils vont utiliser les tapis de danse pour répondre aux questions. Donc voilà la grande innovation. En fait, l'idée était surtout, on l'a vu pendant le confinement, les enfants restaient trop statiques devant les ordinateurs et l'envie était qu'ils apprennent des nouveaux mots, des langues étrangères, surtout l'orthographe aussi, mais tout ça en bougeant. Donc voilà le point innovant. Okay. Le multilinguisme est l'un des aspects les plus marquants de l'Union européenne depuis sa création. La devise unie dans la diversité montre clairement que l'Union européenne perçoit l'amélioration de la connaissance des langues étrangères parmi ses citoyens comme une nécessité, car elle a un impact positif
positif sur les employabilités ainsi que sur la compréhension et l'interconnexion culturelle. Alors que l'Union européenne s'est fixée pour objectif que chaque citoyen ait la possibilité d'acquérir au moins 2 langues étrangères dès le plus jeune âge, ce but n'a pas encore été atteint. En outre, la pandémie de Covid-19 a également eu un impact négatif sur les possibilités d'apprentissage des langues étrangères, car le passage forcé de l'enseignement classique à l'enseignement numérique a mis à l'épreuve les apprenants et aussi les enseignants. Cependant, la pandémie a également ouvert des opportunités pour le développement de l'écosystème numérique performant qui devrait devenir la pierre angulaire de la nouvelle façon d'enseigner et d'apprendre. Entre autres, le multilinguisme et le développement de compétences numériques sont également définis par la Commission européenne comme des compétences clés. Elles sont nécessaires à l'épanouissement et au développement personnel, à l'employabilité et à la citoyenneté active et à l'inclusion sociale. Afin d'améliorer le processus éducatif dans le pays de l'Union européenne, les anciennes approches d'apprentissage devraient être reconsidérées et une plus grande attention devrait être accordée à la mise en œuvre de nouvelles approches d'apprentissage qui contribueront mieux à la promotion des compétences clés. Alors, on va peut-être un peu accélérer, donc voilà. Avec le coordinateur donc, de ce projet, en fait, ils ont déjà 15 ans d'expérience dans la création de ces outils numériques d'apprentissage des langues. Et donc, comme dans leur équipe, il y a des gens qui sont des gamers, je crois, on dit actuellement, ceux qui adorent jouer aux jeux vidéo. Donc voilà, ils ont eu cette idée là de créer le jeu. Donc c'était vraiment pour le cibler sur l'apprentissage. C'était pas pour apprendre vraiment à communiquer, mais pour ouvrir l'esprit des enfants sur quelque chose de nouveau. Et on a pu faire l'expérience justement la semaine dernière avec les enfants de l'école de Cabrères d'Avignon. Ils ont, par exemple, appris tout de suite à compter de 1 à 10 en slovaque. Donc, c'était vraiment le but du jeu, c'est d'ouvrir vraiment et de proposer donc plusieurs types de jeux et aussi en plusieurs langues. Donc, pour l'instant, on a prévu une douzaine de langues et si on trouve des personnes qui s'intéressent, je sais que j'avais donc Cybèle et Louise tout à l'heure qui se sont proposées aussi de créer après quelques jeux, donc en turc et en malgache. Donc en fait, ça va être une plateforme vraiment ouverte une fois finie où les utilisateurs pourront eux aussi créer donc leur jeu à condition qu'ils trouvent des images. Donc Louise, elle voudrait peut-être dessiner, donc elle pourra. Donc il faut aussi prendre en compte cet aspect-là. Et donc le jeu est vraiment conçu pour être utilisé en milieu scolaire. C'est pour ça que je disais tout à l'heure aussi à Antonella qu'on pourrait s'inclure mutuellement dans le projet. Alors, le jeu va être disponible gratuitement, bien sûr. La seule chose, c'est qu'il faudra en fait se procurer des tapis de danse. Parce que le logiciel, il sera gratuit, mais il y a les tapis de danse qui vont avec. Néanmoins, les enfants qui ont des difficultés, par exemple, ils pourront jouer puisque le jeu est conçu de manière à pouvoir être utilisé aussi avec le clavier ou avec les manettes de jeu type Xbox. Donc, pour les enfants qui ont des difficultés motrices, etc.,
bien évidemment, ils pourront jouer aussi, c'est prévu, même les couleurs, etc. Alors, donc le jeu consiste à faire marcher ou sauter les joueurs sur des boutons fléchés sur le tapis de danse. Et en fait, il faut que ça corresponde aux réponses voulues. Alors, on peut jouer seul ou on peut jouer à deux. Et ça, jouer à deux, on a bien vu à l'école que les enfants, en fait, ils adorent ça, puisque là, il y a une certaine compétitivité qui se met en place. Et vous allez voir aussi des petites vidéos. Parmi les résultats, on voudrait vraiment faire bouger les enfants. Alors, donc, c'est des choses que je viens de dire. Donc, il sera possible aussi d'utiliser le clavier ou une manette de jeu. Alors, ensuite, il y a aussi l'interface, un site web, donc la base de données, qui va permettre justement aux utilisateurs d'ajouter leur propre langue et leur propre catégorie. Et dès qu'on ajoute en fait une catégorie sur cette base de données qui vient juste là d'être lancée, donc elle est reliée au jeu et en fait ce que vous rentrez en catégorie de jeu apparaît directement dans le jeu quelques secondes après, donc on peut tout de suite jouer. Donc je pense que ça aussi, ça va être un aspect assez attrayant de ce jeu. Alors, on va avoir donc 6 modes de jeu dans ce premier volet du projet. Peut-être que dans les années à venir, on réussira à en déposer à nouveau ce projet-là pour une suite et qu'on va pouvoir développer plus de modes de jeu. Mais déjà, avec ce qu'on a là, vous allez voir, il y a déjà une belle variété puisque donc on a comme tâche deviner l'orthographe du mot, mais aussi il faut être assez rapide. Bon, après, les paramètres, on peut les bouger. Donc, c'est aux enseignants aussi de choisir par rapport à un niveau des enfants si on met plus de temps ou pas, donc le temps de réflexion. Il y a il faut confirmer le mot exact en corrélation soit avec l'image, soit avec un enregistrement audio. Il faut choisir aussi, donc ça c'est un peu l'exercice à trous, mais c'est pas vraiment un exercice à trous, vous allez voir pourquoi. Et puis il y a le mode où en fait c'est un petit circuit. Et donc quand on joue à deux, c'est assez sympa. Ça me rappelle le jeu Scalextrix avec les petites voitures électriques. Je ne sais pas si vous vous rappelez certains. On voit son profil qui correspond à un petit personnage voyager sur le circuit. Donc, le premier qui arrive, voilà, gagne. Alors, voilà, donc là, c'est vraiment ce qu'on voit quand on commence à jouer. Donc là, on clique sur le lien et on télécharge le jeu très rapidement et on peut tout de suite jouer. Pour l'instant, vous voyez, il n'y a pas toutes les langues parce qu'on a commencé d'abord déjà à créer pas mal de catégories en slovaque et on les traduit maintenant progressivement dans toutes les langues qui ont été prévues au départ dans le projet. Donc là, pour l'instant, ce qui fonctionne, c'est slovaque, anglais, français, tchèque et espéranto, bien évidemment. Donc là, pour l'anglais, par exemple, on a 7 catégories et chaque catégorie, ouais, vous pouvez mieux lire que moi, je pense. Donc, on a les différents modes de jeu. Donc, on a la chute des mots, les mots qui tombent. Ensuite, on a l'orthographe. Donc, on va voir en fait une partie du mot qui va devoir être complétée et il y a toujours 2 choix. Et donc, l'enfant doit déjà deviner quelle est la bonne réponse et ensuite appuyer sur les bonnes flèches. Et en fait, ici, en bas, je ne sais pas si vous voyez ma souris bouger, enfin, juste en haut du bouton Start, là, on a les niveaux de difficulté, en fait, facile, moyen, difficile et extra difficile.
Et là, ça a toute son importance lorsqu'on joue sur le tapis, puisque là, au lieu d'appuyer juste sur une flèche à gauche, à droite, en haut ou en bas, il faut appuyer simultanément sur 2 flèches et pas toujours dans le même sens. C'est-à-dire, c'est pas toujours sauter comme ça ou sauter comme ça, mais ça peut être sauter comme ça et comme ça. Donc, ça devient vraiment assez assez complexe. Les enfants sont plus doués que les adultes, puisque nous, on a essayé et ce n'est pas si évident que ça. Voilà. Donc, avant, une fois qu'on a choisi le jeu, donc on lance le jeu et en fait, les mots qui vont apparaître dans le jeu sont encore répétés dans la liste. Ça veut dire qu'on a un petit laps de temps. Les enfants peuvent réviser, peuvent voir les mots qu'ils vont trouver ensuite dans le jeu. Là, c'est donc pour deviner l'orthographe. Donc, vous voyez, il y a le mot écrit qui est au milieu. Ensuite, il y a un blanc. Et justement, il faut choisir entre les bonnes réponses. Il y a aussi le profil du joueur qui apparaît en haut. Donc là, c'était juste moi qui jouais. Donc, du coup, il y a juste une personne qui joue. C'est tout à fait possible. On peut jouer à 1 ou à 2. Une fois qu'on a donné la réponse, en fait, si on joue à 2, il faut que les 2 répondent. Et ce n'est qu'après que la bonne réponse est mise en vert et effectivement le mot correctement orthographié apparaît. Donc, les enfants ne voient jamais un mot qui n'est pas correct. Et ça leur permet aussi, s'ils se trompent, en fait, voir tout de suite comment ça devrait être. Donc là, une fois qu'ils ont terminé, il y a le score qui apparaît. Et encore une fois, là, on avait opté justement pour renforcer positivement l'apprentissage, c'est-à-dire que les enfants voient tout de suite en vert les bonnes réponses. En gris, ce sont des réponses où ils n'ont pas eu le temps de répondre, parce qu'il y a ce laps de temps aussi qui doit être respecté. Et puis, ce qui n'a pas été correct reste tout simplement en noir. Donc voilà, après on peut recommencer le jeu. Donc là, c'était pour l'orthographe. Les enfants, ce qu'ils adorent le plus pour l'instant, bon, vous pouvez vous en douter, c'est l'exercice où en fait ils apprennent les nouveaux mots puisqu'ils ont des images et donc ils doivent choisir à quel mot correspond cette image. Qu'ils ont répondu, voilà, c'est le même système. Après, il y a le score qui apparaît. Et quand je vous ai parlé des exercices à trous, en fait, il y a la possibilité de rentrer jusqu'à 4 mauvaises réponses. Mais là, il y a toujours un choix entre 3 termes. Et donc, l'enfant doit choisir le bon terme qui complète la phrase. Après ce jeu, en fait, on a testé. Les enfants voulaient d'abord faire l'anglais. C'est pour ça qu'il y a quelques catégories qui existent déjà en anglais. Mais on s'était aperçu, par exemple, que pour l'orthographe, le français, dans une école française, marchait très bien. C'était quelque chose qu'ils maîtrisaient à peu près. Ils étaient CM1, CM2, donc une classe mixte. Et là, ça les amusait vraiment parce que c'était celui qui va être plus rapide à trouver le bon orthographe du mot qui gagnait. Donc, c'est non seulement l'apprentissage de LV2, mais aussi renforcement des apprentissages de langue maternelle, bien évidemment. Et là, je me suis amusée, là, ce que vous voyez, je me suis rappelé que jadis, quand je commençais à apprendre l'anglais, on devait apprendre des listes, des verbes irréguliers. Donc, du coup, je l'ai adapté et j'ai mis vraiment tous les verbes irréguliers en anglais. Puis, on paramètre le jeu, donc on peut à chaque fois faire 10 ou 5 ou 15 ou 20
verbe. Et là, justement, donc, il y a les 3 formes. Donc là, on peut aussi réviser ces verbes irréguliers en anglais, si on veut, de façon ludique, tout en dansant sur le tapis. Et là, ça correspond au jeu dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, ce petit circuit où c'est à nouveau l'orthographe, mais cette fois-ci, en fait, l'interface graphique, c'est un peu plus sympathique puisqu'il y a des petits personnages qui se déplacent. Et quand on est deux, voilà, il y a une belle compétition. Alors, chaque joueur a son profil, bien évidemment. Donc, quand on commence à jouer, les enfants choisissent l'image, l'icône qui correspond à leur choix. Évidemment, ils mettent le nom qu'ils veulent et donc ils avancent dans des niveaux. Donc, vous voyez, là, j'ai créé un nouveau profil, donc il y a marqué niveau 0 sur le profil noir. Et puis, moi, ben, quand je teste le jeu, je joue beaucoup, vous vous en doutez. Donc, là, j'ai le niveau 31. Alors, la première fois, on avait fait le test d'amis. Donc, là, vous voyez les tapis. Et, voilà. Bon, c'était juste un petit test chez des amis, donc parmi les deux premiers. Voilà. Attendez, je vais arrêter. Et là, on a testé vraiment, donc depuis janvier, les enfants, en fait, à l'école de Cabrel Avignon, donc un petit village, testent. Donc, ils jouent assez souvent parce que leur maîtresse s'est aperçue que en fait, l'anglais, ça commençait à vraiment leur plaire hein, quand ils ont commencé à bouger. Elle a divisé la classe en 2 groupes. Donc, ils sont, je crois, 26. Donc, il y a 13 filles et 13 garçons. Elle a de la chance, une classe comme ça. Et en fait, elle fait jouer à chaque fois 5 par 5 mots le jeu. Donc, elle paramètre et les enfants. Donc, c'est le groupe qui gagne. Donc, il y a un profil pour les 13 filles, un profil pour les 13 garçons. Ils se relaient. Là, il y a des photos, mais je vais vous montrer aussi ce que ça donne. Là, c'était le mode du jeu facile, hein, je rappelle. Bon, les filles, silence. Et les garçons aussi. Là, maintenant, on se tait. Donc, là, c'était l'orthographe, justement, en français. Là, pareil, ça a été fini, on ne voit pas les deux, mais il y était deux. C'est facile, non? Et le troisième, en fait, on l'a aussi adapté pour d'autres matières, pour montrer qu'il y avait un développement possible, puisque on s'était dit pourquoi pas montrer justement des monuments de différents pays, etc. Donc là, j'ai trouvé, on a une base de données avec des images et il y avait donc une série des monuments inscrits à l'UNESCO. Donc on a, voilà. Donc ils ont beaucoup aimé aussi jouer à ça. Donc devinez quel monument c'était. Donc voilà, si on avait le temps, on pourrait déployer les tapis, parce on les a amenés. Donc si ça vous intéresse, voilà. Mon diaporama s'arrête là, mais j'ai une petite vidéo quand même, parce qu'on n'a vraiment pas le temps pour les tapis, c'est très dommage. Mais j'ai une petite vidéo, donc je vais l'ouvrir. Et comme ça, vous allez voir en temps réel. Je crois que c'est ça. Oui, alors, je vais juste mettre en pause. Voilà, et je vais repartager sur Zoom.
marche. Ça avance pas. Ouais, là, ça avance. Donc voilà, donc on ouvre. Ah, on voit pas ça sauter. Pardon, désolé. Encore. Zut. Et j'ai plus la souris. Ma souris qui veut plus de moi. Elle est fâchée. Ah, vous voyez. Là, je remets juste, ça dure pas longtemps, donc je remets. Voilà, donc on commence à jouer. Si on a déjà créé le profil, ben, il est là, donc on le sélectionne. Ensuite, on choisit la langue dans laquelle on veut jouer. Voilà. Là, c'était les métiers, je crois, non? Les animaux, ouais. Donc, j'ai choisi les animaux. Bon, pour l'instant, là, il n'y a que les images et les mots. Alors là, on choisit justement si on veut jouer avec le clavier, avec le tapis de danse ou pas. Et j'ai paramétré par 5. Donc, voilà. Sur la vidéo, vous avez vu un peu, c'était pas très clair. Donc, si on répond pas, ben, c'est pas grave, ça apparaîtra dans la liste ensuite en gris. Si on joue avec, là, vous voyez, là, j'ai mis, je crois, une difficulté moyenne. Donc là, déjà, si je joue sur le clavier, je dois appuyer sur 2 touches à la fois pour la bonne réponse. C'est juste AS ou DF. Et en flèche, en fait, c'est 2 flèches qui apparaissent, bien évidemment. Voilà, je vais avancer un peu. Oui. Donc voilà, là, c'était pour l'orthographe. Donc, il y a plusieurs façons. Il y a le circuit et il y a aussi donc oui, oui, c'est du français. Là, c'est du français. On peut changer de langue, hein, il y a plusieurs langues. Donc oui, c'est du français, oui. Oui, tout à fait. Donc là, voilà, on va toujours apparaître le mot correct. Hein. Une fois que les 2 joueurs, si on joue à 2, une fois que les 2 joueurs ont répondu, les enfants, même celui qui s'était trompé, il ne verra jamais le mot mal orthographié. Il ne verra que la bonne réponse. Oui, ça c'était très important pour nous. Oui. Voilà. Et puis, pour aller plus vite, attendez. Voilà, ça c'est le circuit. Donc là, j'ai joué toute seule, désolée. Donc, oui, là, ça va vite. Je ne sais pas pourquoi, c'était, voilà. Non, mais le personnage avance et quand ils sont à 2 personnages, les enfants, ils aiment beaucoup parce qu'en fait, oui, c'est assez ludique, oui. Oui, ça c'est l'anglais, oui, ça c'est de l'anglais parce que j'ai changé de langue. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. Oh, formidable. Merci beaucoup Diana. J'apprécie beaucoup ce dispositif qui lie l'apprentissage des langues et l'éducation physique. C'est vraiment une approche innovante. Est-ce qu'il y a des questions dans le public sur ce dispositif, sur cette présentation en général? C'était la question. Oui. Le prix d'un tapis. Ah oui, non, non, ils sont pas chers, vraiment. Ce qu'on utilise, c'est 30 € le tapis à peu près. Hein. On peut vous le déballer. Bon, pour l'instant, les enfants à l'école, ils ont eu les tapis gratuitement, bien évidemment, puisque on cherche aussi des écoles pour tester le jeu. Donc, on fournit les tapis. On a encore une paire de tapis à proposer, si jamais. C'est assez fiable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bugs souvent ou des choses comme ça. On m'assure que non. Cette nuit, les programmeurs ont travaillé parce que hier, ça a commencé un peu à avoir des... Pour l'instant, c'est le prototype. Donc, voilà. Ceux qui testent actuellement, c'est justement, ils testent pour que le jeu soit vraiment prêt en décembre cette année, pour qu'il puisse être lancé aussi avec la plateforme de base de données, où les utilisateurs ou les institutrices, instituteurs pourront aussi intégrer leur propre catégorie. Oui.
vous allez tester, en fait, c'est vous qui dirigez les opérations, on va dire. Vous allez dans les écoles, avec le tapis. Comment font les instants? Pas forcément la première fois, oui, mais après, voilà, j'ai été évidemment à Caprère où j'habite, j'y étais, j'ai présenté, d'abord juste avec la maîtresse, et ensuite on a fait ensemble avec les enfants, et maintenant elle le fait toute seule. Là, il se trouve qu'on y est retourné parce qu'on avait la réunion justement de toutes les équipes la semaine dernière, donc on est allé les voir tous, donc on était tous là, et on les a filmés. Mais sinon, ils y jouent maintenant de façon autonome. Oui, tu veux bien? Ben, moi, je veux bien aussi. Alors, On en reparle. oui, super. Donc, voilà. Bon, selon le programme, donc, à 17h, il m'incombe la tâche de la clôture officielle de cette journée. Donc, en ma qualité de vice-président de l'INALCO délégué au numérique, je dois dire que j'ai été vraiment ravi de cette journée remplie de beaucoup d'interventions très stimulantes. On voit que le numérique gagne vraiment de la place dans les pratiques pédagogiques à l'INALCO, mais non seulement à l'INALCO, bien évidemment. Il s'agit de repenser repenser la pédagogie, de toucher de nouveaux publics, mais également, comme on a pu le voir, avec le MOOC de Dongba, auquel a été consacrée la première moitié de la journée. Il s'agit de la sauvegarde d'un patrimoine culturel et matériel très important également. Donc, on peut voir que le numérique a vraiment son rôle à jouer pour la diffusion et la conservation des langues. Je trouve que le titre de ce colloque que Diana et le prix Tama organisé a été très bien choisi. Les langues en ligne, regard sur nos dispositifs de formation. Je ne vais pas être long, je ne vais pas faire le résumé ou une synthèse des différentes interventions parce que ça serait une tâche assez difficile. Ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y avait disons, deux types de dispositifs principaux. Les MOOC, que nous avons initiés à l'INALCO il y a presque 10 ans, avec Luc de Hovels, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais qui sont un dispositif qui ont vraiment trouvé leur public, non seulement parmi les dizaines de milliers d'inscrits sous la plateforme France Université Numérique, mais également parmi les enseignants ou des personnes qui sont intéressées par la mise en œuvre de ce type de dispositif. Et les dispositifs que nous avons vus avec Patrice, Diana et Myriam. Je ne m'étalerai plus davantage, mais je n'oublierai pas la partie de remerciements, parce qu'il faut bien évidemment remercier tout d'abord les intervenants que nous avons pu écouter et que j'ai entendu beaucoup d'enthousiasme et des personnes vraiment investies dans ce qu'ils font. Et c'est souvent, on le sait très bien avec les MOOC, c'est un travail très chronophage qui demande beaucoup d'énergie. Donc, merci beaucoup à eux. Merci beaucoup aux équipes de TIS et des équipes des ingénieurs pédagogiques qui les accompagnent, dont le soutien est indispensable dans la mise en place de ces dispositifs. Merci à nos financeurs, aux organismes qui nous permettent de mettre en place une politique de développement d'outils numériques, que ce soit le ministère, la DGCIP avec le projet AFLO, un accompagnement de l'hybridation des formations en langue et civilisation des langues et civilisations orientales, dont une grande partie de réalisation a bénéficié aujourd'hui, ce qui a été présenté aujourd'hui, que ce soit
les moyens mis en place par nos partenaires étrangers, notamment pour le MOOC de Dongba, la BLCU, l'Université de Genève, et bien évidemment sans oublier les fonds européens Erasmus+. Un grand merci aux organisateurs de cette journée, donc à Diana essentiellement et à Myriam et à l'équipe de recherche Plidam. Non, mais attends, il y avait aussi Joël et Jeanne. Joël et Jeanne, bien évidemment, qui ont organisé la grande partie, de la journée consacrée au MOOC de Dongba, auquel je souhaite, comme aux autres MOOC, beaucoup de succès, beaucoup d'auditeurs curieux et avec des questions stimulantes et des retours intéressants pour vous. Et enfin, merci à tous qui sont venus écouter ici en présentiel ou qui nous ont suivis à distance. Donc, merci franchement à tout le monde et un dernier appel. Bien, merci à la régie également. Ils sont d'un soutien incontournable. Et je voudrais également annoncer que nous aurons notre occasion de nous retrouver ici autour de projets numériques développés à l'INALCO. Ce sera le 14 et le 15 juin, qui seront les 2 journées dédiées à la présentation de la quarantaine ou cinquantaine de projets qui ont pu être mis en place grâce au financement AFLO qui court jusqu'au mois d'août 2023. Donc, on pourra se retrouver ici et réfléchir encore une fois en quoi le numérique peut être utile pour nos enseignements et en quoi ça peut poser problème, en quoi ça peut apporter des solutions. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne soirée.